Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle capsule cette semaine sur la communication et le non-verbal. Toutefois, exceptionnellement cette semaine, la capsule s'appelle également non-verbal, mais on va parler uniquement de verbal et de paraverbal dans la communication. Les indices qui peuvent nous révéler un possible mensonge ou tromperie ou dissimulation. Ça ressemble pas mal, tout ça. Êtes-vous d'accord avec moi? OK? Au niveau du verbal et du paraverbal. Le paraverbal, comme j'ai déjà mentionné, c'est la façon de livrer notre message. Alors, le meilleur exemple que je peux vous donner encore une fois, c'est si je vous dis ça, c'est important, et si je vous dis ça, c'est important. À ce moment-là, en mettant plus d'accent, plus de force sur un mot, ça lui donne normalement plus d'impact. Les silences, les voix aiguës, les voix plus basses, la rapidité du discours aussi, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le paraverbal, donc la façon de livrer notre message. Et comme je l'ai déjà mentionné Marshall McLuhan, le messager est plus important que le message. Alors, bien sûr, le non-verbal est très important dans la livraison du message. Mais pour cette semaine, on met le non-verbal de côté et on se concentre quelques minutes sur l'aspect verbal et paraverbal. Alors, notre ami Pinocchio était là l'autre semaine et c'est un spécialiste du mensonge, si ce n'avait été que son nez allonge à chaque fois. Si c'était le cas pour nos politiciens et plusieurs de nos politiciennes, dont un en particulier au fédéral, je ne le nommerai pas, il ne passerait plus d'importe, ça prendrait un cargo pour le déplacer d'une place à l'autre. Donc, la personne qui ment dissimule, appelez ça comme vous voulez, qui veut cacher des choses, va faire des erreurs dans le discours, ce qu'on appelle des lapsus, ou va trébucher sur des mots-clés incriminants. Alors, mettons, je vais vous donner des exemples. Dans un interrogatoire, le vol, le coupable, les bijoux, la personne va essayer de ne pas prononcer ces mots-là ou encore va trébucher souvent sur ces mots-là. Important de noter aussi qu'une hésitation n'est pas nécessairement une erreur de discours, mais la répétition de lapsus ou d'une personne qui trébuche peut être un indicateur important. Ou encore, et ça, j'ai vu ça souvent, puis on a vu ça souvent, la personne ne prononce pas les mots-clés, car il a des remords. Donc, au lieu de dire, mettons, le vol, il va dire le méfait. Au lieu de dire le coupable, il va dire celui qui a fait ça ou qui a eu l'idée de faire ça. Et au lieu de dire vol de bijoux, il va dire simplement prendre des choses de valeur ou prendre des choses aux autres. C'est tout simplement un mécanisme de défense de l'esprit pour alléger le poids de la culpabilité de cette personne-là. Il va aussi peut-être donner de longues explications pour finalement ne rien dire de probant. Et encore une fois, comme beaucoup de politiciens, tu peux poser une question qui est assez directe et pourtant, 5 minutes plus tard, il n'a pas fini sa réponse et tu ne sais absolument rien de concret. Alors, ces personnes-là sont incapables de dire oui ou non. Très utilisé, comme je l'ai dit, en politique de nos jours, et beaucoup plus utilisé de nos jours que dans l'ancien temps. On parle, puis même dans le temps de René Lévesque, qui était assez direct dans ses réponses, et encore plus dans le temps de Duplessis. Bien sûr, les jeunes, la plupart des jeunes ne connaissent pas ces anciens politiciens-là. La personne, bien sûr, si elle mentionne des informations qu'elle ne devrait pas connaître, des fois, il suffit d'une information qu'elle ne sait pas connaître, et bien sûr, elle est faite à ce moment-là, parce que la police a gardé, les forces de l'ordre ont gardé cette information-là pour eux autres, et il y a deux groupes de personnes qui savent cette information-là, les policiers et le ou la coupable, bien sûr. On va demander des précisions bidons sur la teneur d'une question simple. Je parle sur la teneur d'une question simple, pas une question en développement à 3 volets, là. Une question simple. Avez-vous, oui ou non? Étiez-vous à telle place ce soir-là? Où étiez-vous ce soir-là?
Alors, on va demander des précisions sur la teneur d'une question simple. Et, entre autres, j'ai entendu quelquefois, justement, parce que ce sont tous des exemples véritables, là. Aimez-vous votre conjointe? Ben, écoutez, il faudrait d'abord me dire ce que vous entendez exactement par aimer. Écoute, l'aimes-tu ou tu ne l'aimes pas? Hein? C'est pas compliqué. La personne est incapable de répondre. On va utiliser souvent des ruptures. Et ça, c'est un autre... c'est pas c'est un stratagème, mais tellement de base, qui est très facile à identifier, va utiliser ce qu'on appelle des ruptures pour se donner le temps de réfléchir. À une question très simple, là. Étiez-vous là telle place? Aimez-vous votre femme? Hein? Quoi? Pardon? Pouvez-vous répéter? Alors, quand la question est simple, je ne dis pas que c'est une question à développement à 3 volets, là, mais quand c'est une question qui est simple, il y a ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Le cerveau doit alors prendre 1 seconde ou 2 pour analyser la teneur de la question et préparer une réplique pour paraître sincère. Donc, le menteur doit créer une réponse qu'il croit plausible, ce qui crée de l'anxiété, surtout s'il est pris au dépourvu. Il doit aussi surveiller les réactions de son interlocuteur. Il faut se rappeler que la vérité en mémoire, la vérité proche, là, pas une vérité qui s'est passée il y a 10 ans, c'est normal qu'il y ait une hésitation, mais la vérité sur un fait qui s'est passé récemment est habituellement spontanée sur une question simple, alors que le mensonge, lui, est une construction. Alors, ce n'est pas une maison déjà bâtie. La personne doit bâtir cette maison du mensonge-là en quelques secondes, surtout si elle est prise au dépourvu. Si elle s'attendait à cette question-là, bien sûr, elle a bâti la maison du mensonge avant, mais sinon, elle est décontenancée à ce moment-là. Donc, c'est une construction auquel elle ne s'attendait pas à faire à ce moment-là, la personne qui veut dissimuler. Répond en éludant la vérité aussi par une diversion, diminue de cette façon la charge émotionnelle du mensonge, comme par exemple, aimez-vous votre conjointe? Tant qu'à être dans cet exemple-là, écoutez, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est pas ça la question. Question, où étiez-vous quand cela s'est produit? La personne va dire simplement, j'étais pas là. C'est pas ça la question. La question, c'est où étiez-vous? Pas je n'étais pas là. Alors, il ne répond pas adéquatement. Aussi, il va éviter de répondre en répétant la question sur un air outré. Aimez-vous votre conjoint? Franchement, je vais demander si j'aime ma conjointe. Ben, c'est ma conjointe. Alors, il va utiliser cette formule-là servant à relativiser l'importance d'un fait en essayant de paraître indigné quand vous lui posez ces questions-là, sans répondre vraiment. Tout ça, bien sûr, comme je viens de l'imiter, d'un air faussement détaché ou outré. Maintenant, quelques petits exemples en terminant. Le patron qui a vu son employé discuter avec un concurrent, mettons au restaurant. Alors, il va dire à l'employé, « Je vous ai vu hier au restaurant alors que vous preniez un café avec notre concurrent. Vous sembliez discuter intensément. » Réponse de l'employé, « Hier? » Rupture, ça. « Hier? » Ah oui, je l'ai rencontré par hasard, j'ai jasé avec lui. Vous savez, c'est toujours utile d'en apprendre plus sur les concurrents. Et le patron de redemander, et qu'est-ce qu'il raconte de bon, notre concurrent? L'employé, bon, rien de spécial, ses affaires ont l'air de bien aller. La personne va avoir des pauses plus longues que d'habitude dans le discours et quelquefois va chercher aussi ses mots pour ne pas révéler un détail qui l'incriminerait. Donc, prend le temps avant de répondre à une question et, comme vous l'avez remarqué également, a fait ce qu'on appelle une rupture. Hein? Elle n'avait pas 3 ans de ça, c'était hier. Alors, il est surpris de se faire poser cette question-là. D'ailleurs, il est surpris que le patron ait vu ça. Son patron actuel ait vu ça. Il y a aussi 2 petites choses aussi en terminant. La tonalité peut devenir plus aiguë.
dû à de l'anxiété. Donc, le ton va changer à ce moment-là, dû à une forte pression émotionnelle. Ça peut être ça aussi. Ou il y a encore un ralentissement ou une accélération du débit de la voix, ça dépend de l'individu, mais qui ne sera pas dans son pattern ponctuel, OK? Donc, il ne parle pas comme ça d'habitude. C'est un peu comme si on interviewe quelqu'un qui parle très vite et à un moment donné, il se met à parler lentement ou le contraire. Donc, un changement, une modification dans les habitudes paraverbales. Alors, je pense que ce sont tous des bons conseils pour découvrir les Pinocchios de cette terre, pour démasquer les Pinocchios de cette terre. Et je vous rappelle que ça prend habituellement une séquence gestuelle. Séquence gestuelle, ça veut dire que c'est 3 lectures. Première lecture d'un possible mensonge, j'appelle ça lumière jaune. Deuxième lecture d'un possible mensonge, lumière orange. Troisième lecture d'un possible mensonge, lumière rouge. Donc, danger à vérifier, à fouiller pour aller plus loin. Merci beaucoup de votre écoute encore cette semaine et s'il vous plaît, abonnez-vous si ça vous intéresse vraiment pour en savoir plus sur la communication et le non-verbal. Merci. Bonne semaine.